Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Merde, votre podcast vivant qui traite des spectacles du même genre. Je suis parti à la rencontre de Nicolas Bonneau, comédien, auteur et metteur en scène, pour discuter avec lui de son spectacle Monte Cristo, tiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Avec lui, je continue mon exploration de l'adaptation pour le théâtre. Par quel processus passe-t-on d'une épopée littéraire de près de 1700 pages à un spectacle d'1h40 ? C'est une question à laquelle Nicolas Bonneau a répondu entre autres pour notre plus grand plaisir. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Bonneau. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui au Théâtre de l'Air Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande pour parler de votre spectacle Monte Cristo. En préparant cette interview, j'ai constaté que dans de nombreux articles de journaux, on vous définit comme conteur, mais vous définissez vos spectacles comme des récits. Faites-vous une différence entre récit et conte et qu'est-ce qui vous correspond le plus ? Alors en tout cas, je me définis comme conteur, ça c'est vrai. Je raconte pas forcément de contes. Alors j'en ai raconté quand j'ai fait mes gammes en fait. Voilà, au début, c'est vrai qu'il y a nécessité peut-être de se frotter aux archétypes des contes classiques, des contes traditionnels. Mais le conteur, pour moi, il peut raconter un peu tout. Voilà, mais il raconte essentiellement du récit, une histoire. Donc c'est là que le conteur et le récit se retrouvent. Et puis c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a une émergence du théâtre-récit. C'est-à-dire où le personnage, où la distance entre l'interprète et le personnage et ce qu'on raconte est un peu annihilée et on est tout proche de ça. Donc les deux me vont, moi. Un conteur qui fait du théâtre-récit, ça me va assez bien. Et c'est vrai qu'un conteur, souvent, il n'a pas besoin du plateau de théâtre, en fait. Il peut être libre, il peut être partout, il peut être dans un café, il peut être dans une maison, il peut être dans une médiathèque. Et moi, je suis plutôt, même si j'aime aussi... faire des veillées, par exemple, chez l'habitant. Je suis plutôt un conteur qui va sur les plateaux de théâtre, donc le théâtre-récit, du coup, convient bien. On va dire qu'il y a une différence entre un récit et un conte. Un conte, c'est vraiment une forme très particulière. Un récit, ça peut être quelque chose de plus ample et de plus varié. Dans Sortie d'usine ou encore Qui va garder les enfants, vous avez créé un spectacle à partir d'un collectage de témoignages. Pourquoi avoir décidé de partir de la fiction pour ce spectacle-là ? Alors oui, c'est vrai que mon travail, il est essentiellement basé sur un côté social, politique, donc de collectage. Le collectage qui est aussi une tradition du conte, du conteur. La collecte de paroles, d'anecdotes, de récits de vie. Et là, on rejoint le récit aussi. Et voilà, je fais ça beaucoup, presque essentiellement. Et finalement, c'est ma première fiction. Parce que j'avais besoin de me reposer un peu. J'étais un peu fatigué de toujours chercher les histoires, en plus, les ramener un peu à ma vie, à mon parcours, parce que c'est souvent comme ça que je procède, où je m'implique dans le récit, où je me mets moi-même en jeu ou en scène. Je suis un moteur de ce que je raconte. Et ouais, j'avais un petit peu d'épuisement cérébral par rapport à ça, voilà, de besoin de me renouveler. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de me frotter à un grand roman populaire français. J'ai parlé avec Héloïse de Rivière qui a travaillé avec nous sur l'adaptation. Qui m'a dit, mais Nico, c'est le Comte de Monte Cristo, c'est le grand roman populaire, feuilletonesque français. Et donc, je l'ai relu un été. Et on est en Sicile d'ailleurs, donc on n'était pas très loin de l'île de Monte Cristo. Et voilà, on a décidé de partir là-dessus. Et l'idée, c'était de partir sur un récit musical plutôt. Parce que j'alterne mon travail aussi entre du récit plus seul en scène et donc... où il n'y a pas forcément de musique à l'intérieur, avec du récit musical, comme le spectacle que j'avais fait sur Mohamed Ali, et les 74 de combat du siècle, où là, ça a été un début comme ça de mélange de théâtre-récit musical. Mais j'avais fait une adaptation aussi de quelques vers du Misanthrope, dans Looking for Alceste, que j'avais créé ici aussi. Et donc je m'étais quand même frotté, alors bon, après j'étais parti à la recherche de misanthropes diverses et variées, mais je m'étais quand même frotté à une matière littéraire existante. Et comme vous avez dit, c'est Héloïse de Rivière, votre assistante à la mise en scène, qui vous a suggéré le Comte de Monte Cristo. Après l'avoir relu pendant cet été en Sicile, quel a été votre sentiment face au travail artistique qui restait à accomplir dans l'adaptation, etc. Bon, il y a un côté un peu vertigineux parce que voilà, c'est 1800 pages, c'est énorme. Et en même temps, assez excitant de se dire que... En fait, je pense que ce qui me rassurait, c'est comme il y avait beaucoup de matière. Moi, j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Je me dis, est-ce que je vais trouver ce qu'il faut raconter ? Là, il y avait tellement de matière que c'était plus en enlever qu'avoir en ajouté. Donc ça me rassurait un peu.
Et après, bon, il fallait faire une digestion. Et donc là, c'est Héloïse qui a fait la première digestion du roman. Donc on est passé de 1800 pages à 150 à peu près. Donc vraiment avec le texte de Dumas. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, et qu'est-ce qu'on fait comme choix dramaturgique pour raconter l'histoire. Et vous avez déjà peut-être un peu répondu à la question, mais les choix sont opérés de cette manière-là, du coup, en passant de 1800 pages à 150 pages, pour garder l'essence du roman, j'imagine, l'intrigue. Et puis vous aviez même dit dans une interview qu'il y a beaucoup de blablatage parce qu'il était payé à la phrase, Dumas, c'est ça? Ah oui, comme c'est du roman feuilleton et que c'était édité en épisode, voilà, il y a payé à la ligne, on dit. Donc voilà, il y a effectivement, parfois pour dire une chose, il y a 10-15 lignes, ça délaye. Hein, d'ailleurs, il ne l'a pas écrit seul, Dumas, il était avec Maquet. Et ils étaient alors par contre c'était pas son nègre, hein, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Lui il posait les intrigues et puis l'autre lui écrivait aussi des choses pour délayer, arriver à tant de nombre de feuillets, je sais pas combien exactement. Donc ce qui fait que c'est un roman aussi assez bavard, mais c'est ce qui fait son charme aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, je cite cette phrase aussi d'Umberto Eco, qui a écrit un livre qui parle des super-héros et qui définit le Comte de Monte-Cristo comme le premier super-héros, et qui dit que c'est Monte Cristo est le plus grand roman le plus mal écrit. Et alors c'est un drôle de compliment, mais en même temps, pour un conteur, c'est génial. Parce que un conteur, on en parlait, il dit pas forcément un texte su de mémoire. Il est dans l'oralité de la parole, dans le présent, le concret de cette parole. Et pour un conteur, c'est génial. C'est-à-dire que je pouvais trafiquer les phrases de Dumas. Et là, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, mais dans le spectacle, il y a peut-être 40% de texte qui est de Dumas et le reste, et encore, je sais pas exactement. Il y a des phrases comme ça qui surgissent. Parce qu'il écrit quand même bien. Il y a des belles phrases, il y a des belles choses. Et le reste, c'est l'intrigue que nous racontons avec nos points de vue, le point de vue musical, le point de vue de la mise en scène, le point de vue de la parole, du récit. Merde! Merde! Et concrètement, dans le processus de création, comment on passe de 150 pages à ce spectacle d'1h40? Alors c'est vrai que même au départ, je crois que j'avais envie qu'il fasse parce que 1h40, je trouve ça long déjà pour un spectacle, mais non, faire moins, ça rendait vraiment la chose un peu trop anecdotique quand même. Et ben concrètement, nous on fait ce qu'on appelle de l'écriture au plateau. Donc on prend le texte et puis on part au plateau à partir du texte, mais pas en lecture. On se lance, voilà, on se lance dedans, on le relit. Et puis, et on voit ce qui reste, ce qu'on garde. Donc, c'est des improvisations à partir de la matière textuelle. Avec Héloïse qui était en face et qui donc notait quand il y avait des choses intéressantes qui se passaient. Et je crois que j'ai l'impression que les premières résidences, c'est-à-dire les premiers temps de travail, donnent souvent le là de ce que va être une création. Et la première résidence, elle était un peu magique. On était dans le Marais Poitevin. Moi, je suis originaire des Deux-Sèvres. Et on était à la Rousse, donc c'était une pièce ouverte sur la rivière, sur le marais. Il y avait un piano, on était tous les trois, plus l'équipe de lumière et de scénos qui sont passés, plus Héloïse. Et on s'est lancé, puis les choses défilaient. Voilà. Puis moi, quand j'ai pas envie de dire un texte, ça tombe vite, je le dis mal, et comme ça, après, je sais que ça reste pas. Voilà, et donc il y avait une petite magie qui était là la première, puis après finalement on passe son temps à courir après cette première petite chose-là magique. Bon, après, même avant les 150 pages, on a quand même fait un travail de table pour continuer d'avoir des digestions du texte, quoi. Il y a eu plusieurs étapes. Est-ce qu'on peut dire que quand même, il faut quand même éprouver un texte au plateau pour vraiment trouver la solution aux problèmes, entre guillemets, de mise en scène, de sens, etc. Est-ce que tout se règle au plateau? J'aurais tendance à dire que oui, que effectivement, j'ai jamais vraiment travaillé avec un travail de table. Il y a des metteurs en scène qui vont travailler. J'ai vu des vidéos, des documentaires sur Patrice Chéreau qui travaille très longtemps à table et
Bah, ça a l'air de bien se passer aussi, hein, au résultat, donc ça a l'air passionnant. Euh, Moi, voilà, vu que je pars d'une matière qui n'est pas, qui est souvent très hétéroclite, qui est souvent pas forcément. La littérature, c'est pas mon endroit premier finalement, là d'où je parle. J'ai tendance à aller très vite au plateau. Voilà, c'est vrai que je suis pas très cérébral non plus finalement dans ma façon d'appréhender. D'appréhender un texte ou une histoire. J'ai besoin de... Voilà, je suis vraiment un auteur-interprète, j'ai besoin de l'éprouver par le corps et de sentir si au plateau ça le fait ou si ça le fait pas, si moi je m'ennuie, si... Et puis comme c'est une adresse toujours, hein, vous avez vu, très directe au public, aux spectateurs, si je sens que tout de suite ça fait trop théâtre, trop quatrième mur ou trop fabriqué, j'ai tendance à jeter. Et là, on est dans une forme en plus de récit-concert. Donc il y a un élément primordial qui est celui de la musique et avec lequel je dialogue. Donc déjà, je suis pas seul. Justement, vous avez conçu le spectacle comme un récit musical, vous l'avez dit et on vient d'en parler. La musique est présente tout au long du spectacle. Comment le travail s'est fait entre vous, c'est-à-dire Fanny Chériot et Mathias Castagnier, qui ont composé la musique? Comment, pour que justement la musique ne soit pas qu'illustrative et qu'il y ait un dialogue entre vous? L'idée, c'était de partir sur une pièce radiophonique dans l'imagerie, comme référence. Hein. Donc, il y a, on adore ça, les pièces radiophoniques, les podcasts. Donc, il y a pratiquement, on s'est dit qu'il y aurait la musique tout du long si c'était nécessaire. Et vous avez vu, c'est aussi beaucoup des boucles, c'est aussi beaucoup des ambiances, des atmosphères. Donc, moi, je vais me placer, naturellement, soit je vais me placer sur la musique, on est dans un mode un peu plus concert, soit c'est des scènes un petit peu plus mises en situation, où là, je suggère un personnage plus que je l'incarne. Voilà, je suis un petit peu à côté de lui, avec lui, et puis on le voit se dessiner dans une pièce ou dans un décor. Un décor figuré par l'imaginaire du spectateur. Et là, du coup, eux, ils viennent plus derrière. Voilà, ils vont plus venir poser une ambiance sous le récit, sous-jacent. Un peu à l'Hitchcock, je pense souvent à ça aussi, parfois sur certaines scènes qui se font. Et puis, c'est aussi que Fanny et Mathias ont beaucoup l'habitude de travailler avec des gens de théâtre, avec des conteurs aussi. Mathias, il bosse avec un conteur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Marien Tillet. Fanny, on bosse ensemble depuis 12 ans. Fanny, elle est d'abord musicienne, chanteuse, et puis elle est arrivée dans le théâtre avec Théâtre des Tarabas, donc un théâtre de marionnettes, Philippe Saumon. Et puis avec moi, et puis au fur et à mesure, en 12 ans, on a appris à se connaître et à fabriquer des spectacles ensemble. Qui va garder les enfants, tu parlais tout à l'heure, on l'a écrit ensemble. Et là, on s'est dit, sur celui-ci par exemple, qu'on allait le mettre en scène tous les deux. C'est la première fois qu'on met en scène, on n'a pas de... Tu l'as dit, on a une assistante à la mise en scène, qui est précieuse, mais on n'a pas un metteur en scène en tant que tel. Alors que d'habitude, je prenais quelqu'un parce qu'il y avait... ce besoin. Alors un metteur en scène avec un conteur, c'est toujours particulier, c'est très ingrat, un peu frustrant, parce qu'on signe pas vraiment à la fin, il fait un peu ce qu'il veut. C'est une espèce d'accoucher ce que le conteur veut faire. Voilà, on tire les fils, tiens, tu veux dire ça, peut-être essaye ça. Est-ce que c'est ça que tu veux faire parce que c'est ça que je vois? Donc voilà, c'est un poste un peu particulier. Et avec Fanny, à force de travailler ensemble, voilà, il y a une connaissance profonde, elle d'abord de la façon dont je travaille, parce qu'elle m'a suivi au quotidien. Et elle aussi, après, elle est partie dans le récit, notamment avec un spectacle sur Patti Smith, qui s'appelle Minuit avec Patti. Et là, on s'est dit qu'on allait mélanger nos univers. Et donc, Monte Cristo, c'est aussi, je crois, là, un truc qui marche, c'est qu'il y a l'univers musical et un peu délirant et de Fanny. Je pense il y a 2 films vidéo, un de doublage, un peu délire. Ça, c'est... Voilà, c'est une idée de Fanny où elle avait envie d'amener un délire autour du surimi, voilà, pour amener une espèce comme ça de référence à la classe américaine de Serge Hazanavicius. Et voilà, on a vraiment mélangé nos mondes, nos univers. Donc on a chacun nos fantaisies. Et c'est ça qui fait, je crois, le charme du spectacle. C'est cette espèce de rencontre, voilà, un peu au bout de 12 ans, un peu de maturité qui est là. On se sentait d'assumer de signer la mise en scène, d'aller au bout. On s'est pas mal regardé en vidéo après des répétitions. Voilà, on se filmait parce que comme on est tous les deux sur scène, c'est pas évident. Et puis Mathias, on voulait une musique un peu d'influence western. Parce que nos référents dans le spectacle, c'était aussi Tarantino, c'était aussi le western spaghetti.
Le Grand Détournement, le Feuilleton. Et Mathias, c'est un super guitariste, et puis il travaille beaucoup en musique de film, et quand on lui a parlé de ça, il nous a dit non mais guitariste western spaghetti, c'est moi quoi. Donc voilà, et après forcément ils ont composé aussi ensemble. Mais voilà, en tout cas la part de Fanny, elle est à la fois en musique et en même temps en mise en scène. Merde. Merde. Et pour parler de cette vidéo un peu délirante qui vient de Fanny, du coup, à ce que j'ai compris, est-ce que c'était aussi une façon de dire au public, n'ayez pas peur de ces textes, de ces grands textes classiques, on peut les aborder avec légèreté? Carrément. Oui, c'est une manière de dédramatiser la chose. Même si je pense que Dumas est pas le plus impressionnant au bout du compte, mais quand même quoi, il y a souvent l'imagerie d'un côté un peu muséal, un peu poussiéreux. D'ailleurs, on le voit sur ce projet-là, il y a des gens qui peuvent venir un peu avec réticence en disant bon, Monte Cristo, on se souvient des séries un petit peu empoulées aussi, que j'aime bien d'ailleurs, mais d'ailleurs on les voit, elles sont dans ce... Voilà. Et comme c'est beaucoup dans l'imaginaire collectif, Monte Cristo finalement, même si on n'a pas vu, on a vu. On a un peu la tête de Depardieu devant nous qui fait. Donc on s'est dit, vu que tout le monde a ces images dans la tête, on va les mettre et on va s'en amuser en faisant un doublage avec. Je crois qu'on a le double en matériaux de doublage. Fanny avait écrit un gros délire qui pouvait durer encore plus longtemps. Et oui, c'est une manière d'amener de la légèreté, de l'humour et puis de surprendre aussi. C'est-à-dire, je sais pas, là, quand on arrive à des moments de spectacle PAF, il faut relancer la machine. Donc c'est une manière. On va dire efficace de la relancer. Et c'est un passage un peu pénible dans le roman, c'est l'arrivée à Paris. Ce que je préfère dans le roman, c'était le côté je recherche au trésor, la vengeance, la prison, le côté maritime. Bon, après, mais en fait, ça, c'est pas du tout la majeure partie. Tout le deuxième tome se passe à Paris, dans des salons. C'est moins facile à raconter. C'est un peu plus pénible. Et donc, paf, là, c'était une manière de tout exposer, de tout résumer, d'exposer toutes les situations de manière extrêmement joyeuse, quoi. Voilà, ludique. Et justement, par rapport au fait que ce soit ludique, hier, il y avait, je pense, je sais pas, une quarantaine de lycéens, peut-être un peu moins, enfin des classes de lycée ou de collège. Même collège, je crois. Je crois qu'il y avait le collège Anne de Bretagne, parce que j'y vais lundi matin. Et est-ce que c'est... les retours que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu sur ce passage-là, quels sont-ils? Je suis curieux de voir. Parce que ça peut être barbant pour un collégien ou un lycéen de lire 1700 pages. D'ailleurs, ils ne sont pas obligés de les lire, du coup, vu que j'ai fait Aida Just pour eux. Et non, les retours des ados, ils sont super, et ça, c'est une grande fierté. On ne l'a pas pensé pour les ados, mais ce qui est sans doute le mieux, d'ailleurs, de ne pas penser... pour quel type de public, mais non, il tripe quoi. On voit bien au début, je le sens. Au début, ça s'agite un peu, les premières minutes, puis à un moment donné, paf, ça part. Ça part parce qu'il y a le côté hypnotique de l'ensemble. Et la scéno, ça les impressionne aussi. La musique qui arrive, voilà, il y a quelque chose qu'embarque. Et comme on est dans un feuilleton, il y a quand même, je sais pas, toutes les 7-8 minutes, on bascule dans une nouvelle forme de récit. Donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer non plus, ça met beaucoup de rythme. Et donc les ados, non, ils tripent la forme aussi. On a Tarantino dans nos références aussi. Voilà, donc il y a ce côté-là avec notamment le grand dessin animé qui arrive à la fin, le film d'animation, comme dans Kill Bill. C'est un grand film de vengeance, Kill Bill aussi. Non, ça les fait triper et ça c'est super. Je pense qu'ils sont un peu comme au cinéma, c'est-à-dire ils sont happés par le récit, par l'image. Comment se fait-il que le texte d'Alexandre Dumas entre-t-il autant en résonance avec le monde actuel? Parce que la période dont parle Dumas dans le roman, qui est donc la première restauration, après la chute de Napoléon Ier, c'est vraiment une période qui est très proche de la nôtre, hyper macroniste en fait, avec l'apogée d'une élite, d'une aristocratie, de la finance, de la bourgeoisie. Et donc, elle est totalement... C'est vraiment le début du capitalisme. Et elle est totalement en résonance sur ça. Voilà. Donc, c'était facile de faire des passerelles. Du coup, je pensais peut-être même en faire plus, mais finalement, il n'y a pas tant besoin que ça.
l'arrivisme, l'ambition, le fait de se placer, de retourner sa veste, les effets de manche à l'Assemblée, tout est là. C'est vraiment la période. C'est pas la période préférée de Dumas, parce que lui, il adore traiter plutôt autour de Louis XIII, Mazarin, Richelieu, il adore ça. Comme dans La Reine Margot, ces périodes-là. Donc voilà, mais là, il traite une période qui est antérieure à lui d'une quarantaine d'années à peu près. Et voilà, qui est emblématique, et qui ressemble à la nôtre. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de morale à la fin du spectacle veut dire que le capitalisme n'est pas moral et qu'il faut utiliser ses armes et qu'il n'y a pas besoin de justification d'une vengeance contre lui? Bah écoute, j'avais pas vraiment pensé à ça, donc c'est intéressant en tout cas. Mais effectivement, il n'y a pas de morale. Et c'est quand même un personnage même, on peut dire, amoral. Hein, la vengeance, c'est pas très moral de toute façon. Et puis, il en devient même à un moment donné très froid, pas très sympathique. Il se prend un peu pour Dieu. Droit de vie et de mort sur tout le monde. Par l'argent. C'est quand même l'argent qui est l'outil qui lui permet de se venger. Et à la fin, normalement, il part avec Haïdé. Haïdé, qui est donc la jeune princesse grecque qu'il a sauvée du harem du sultan, dont il se sert comme un outil de vengeance. Et donc, elle doit bien avoir 30 ans de moins que lui. Hein. Nous, on l'a enlevé, ça, du coup. On l'a pas gardé. On préférait laisser l'idée que peut-être avec Mercedes, il y aurait quelque chose, mais ça, on a laissé très ouvert. Et on a plus refermé le livre en disant que voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un lecteur quand on vient de terminer une aussi longue histoire. Voilà, comment les choses s'évanouissent, comment les choses disparaissent. Donc c'est plus sur... on termine plus sur la sensation du lecteur. Tu sais, quand on aime tellement un livre qu'on ralentit les dernières pages pour pouvoir rester le plus longtemps avec lui. Mais oui, c'est un livre totalement amoral en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Par contre, ce qui est plutôt chouette, et ce qui là, je ne sais pas si c'est moral ou en tout cas c'est ce qui se passe, c'est que les méchants, à la fin, c'est eux qui sont punis. Donc le gentil redevient gentil, parce qu'à un moment donné, il devient comme les méchants. Il devient lui-même une espèce de monstre froid, et il se réhumanise à la fin. Donc c'est plus ça qu'on a voulu mettre en valeur, en se disant qu'on n'allait quand même pas promouvoir la loi du talion et de la vengeance. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de jouissif dans la vengeance. Qui n'a pas eu envie de ça, de se venger de ceux qui nous ont fait du mal. Donc là, c'est une petite vengeance par procuration. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté ou regardé Émerdre, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Avant de se retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour être toujours au courant de nos actualités.